Vous connaissez Molière, bien sûr, mais connaissez-vous Marguerite Buffet? Une grande oubliée du grand siècle, elle a publié un traité sur la langue française et un éloge des femmes savantes. Deux ouvrages frappés d'amnésie historique. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide pour retrouver sa trace. Marguerite Buffet a réellement existé. Ses textes et tout ce qui reste d'elle, les archives, l'ont littéralement engloutie. J'aime croire qu'ensemble, nous pourrons faire jouer la magie d'Internet et la ramener à la lumière. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez comment vous pouvez m'aider. Bienvenue sur ma chaîne Au nom des femmes. Ici, je parle des femmes, de leur histoire et surtout de l'histoire de leur oubli. Et aujourd'hui, nous réveillerons Marguerite Buffet. Mais que sait-on vraiment de Marguerite Buffet? Rien ou presque. Et pourtant, au XVIIe siècle, elle a osé faire ce que la société patriarcale redoutait à l'époque et redoute encore aujourd'hui, promouvoir l'éducation comme arme de libération pour les femmes. L'une des rares de son temps a revendiqué ouvertement la valeur de l'instruction féminine. On est en 1668. Marguerite Buffet publie un ouvrage qui contient 2 livres. Le premier, Les nouvelles observations sur la langue française, qui est un manuel pratique destiné à enseigner aux femmes à bien écrire et à bien parler la langue. Le second, Les éloges des illustres savantes, anciennes et modernes. Comme son nom l'indique, ce texte est consacré à faire l'éloge des femmes savantes, du passé et surtout de ses contemporaines. Il s'agit là d'un témoignage extrêmement rare sur les femmes du XVIIe siècle. Par ce double ouvrage, Buffet affirme que les femmes ont droit non seulement à l'instruction, mais aussi à la mémoire, apprendre la langue pour exister dans l'espace public et se rappeler que d'autres femmes avant elles ont déjà brillé par leur savoir. Mais en fait, qui est Marguerite Buffet? À vrai dire, d'elle, nous savons très peu de choses. Elle nous dit elle-même qu'elle est une fille de condition, c'est-à-dire elle est issue d'une petite noblesse éduquée, mais probablement désargentée puisqu'elle gagne sa vie comme enseignante en donnant des cours de français aux femmes, justement. Et là, c'est vraiment un fait à ne pas négliger. Marguerite Buffet est une enseignante laïque, elle n'est pas religieuse. Au XVIIe siècle, c'est exceptionnel. La plupart des femmes qui enseignent le font dans un cadre religieux. Ce sont des religieuses dans des couvents qui transmettent aux filles une éducation pieuse, souvent limitée à la lecture, à l'écriture et aux pratiques dévotes. Buffet enseigne hors de ce cadre. Elle fait donc métier de son savoir dans le monde séculier. Une femme qui vit de son travail intellectuel indépendante des structures ecclésiastiques. Une petite nuance ici. Je ne dis pas que Buffet était la seule à exercer cette profession en tant que laïque. Je dis que notre connaissance sur le sujet est très limitée car nous n'avons pas beaucoup de témoignages justement comme celui de Buffet qui documente cette réalité. L'histoire du travail des femmes, surtout hors de la sphère religieuse, est encore très peu connue et rarement documentée. Marguerite Buffet est donc une professionnelle qui vit de son savoir. Rien que cela mérite déjà de s'arrêter sur son parcours singulier. Aujourd'hui encore, le travail des femmes est sujet à débat. Pour nous, comme pour cette femme du XVIIe siècle, il reste un rempart contre le besoin et une condition d'indépendance. Chez Buffet, le travail est lié à l'éducation. Apprendre pour ensuite transmettre. L'éducation ouvre la voie à l'autonomie et l'autonomie passe par le travail. Et comme j'ai pas beaucoup d'informations biographiques sur Marguerite Buffet, je vous propose donc de faire sa connaissance grâce à ses idées. Marguerite Buffet se présente comme une bonne chrétienne. Mais là où les arguments chrétiens sont souvent utilisés pour soumettre les femmes et pour les dénigrer, elle les reprend pour défendre leur égalité aux hommes et même parfois pour proclamer leur supériorité. Elle affirme que la perfection des créatures consiste dans les rapports qu'elles ont avec Dieu, source de toute excellence et de toute beauté. Or, dit-elle, la femme a autant de rapports avec Dieu que l'homme. Tous deux ont été créés à l'image de la divinité. Et surtout, insiste-t-elle, les âmes n'ont pas de sexe.
L'âme humaine, avec son entendement, sa volonté et sa mémoire, appartient autant aux femmes qu'aux hommes. La beauté de l'esprit ne connaît pas la différence de sexe. Puis Buffet ose aller plus loin. Elle écrit que le corps même de la femme la place au-dessus de l'homme. Le corps de l'homme a été formé de la terre, tandis que celui de la femme a été façonné à partir de ce qu'il y avait de plus fort et de plus noble dans l'homme. Et elle conclut sur un renversement audacieux. La création de la femme est le couronnement de l'univers. Sans la femme, le monde n'aurait pas eu toute sa beauté ni tout son agrément. Mais elle ne s'arrête pas là, elle convoque aussi l'histoire du salut chrétien. Elle rappelle que la figure de la Vierge Marie en est l'exemple suprême. Sans elle, pas d'incarnation, pas de salut. Elle cite aussi deux reines qui ont exercé un rôle politique majeur dans l'histoire du christianisme. La première, Clotilde, épouse de Clovis, roi des Francs, qui a joué un rôle décisif dans la conversion de son époux et dans celle de son peuple. La deuxième, Hildegonde, épouse d'Herménégilde, prince wisigoth d'Espagne, qui a soutenu la foi catholique contre l'arianisme. Ces deux femmes n'étaient pas seulement des épouses pieuses. Par leur influence et leur autorité, elles ont transformé le christianisme d'une foi vécue dans la sphère privée en une religion d'État. Durant cette phase de l'histoire, c'est-à-dire les 5e et 6e siècles, l'Église n'était pas encore toute puissante. Grâce à ces deux reines, l'Église gagne en importance et en puissance car les deux plus grands royaumes, celui des Francs, qui correspond à la France actuelle, et celui des Wisigoths, l'Espagne de nos jours, se sont convertis au christianisme. Ces femmes ont contribué à faire du christianisme une puissance collective. C'est le coup d'envoi pour l'Église en tant qu'institution politique autant que spirituelle. Ce rappel est capital, car dans la tradition chrétienne, les femmes étaient le plus souvent vues comme tentatrices et pécheresses. On pense ici à Ève, bien entendu, responsable de la chute de l'humanité du paradis céleste. Or, Buffet répond par l'exact contraire. Les femmes ont aussi contribué à la rédemption, à la foi et à l'ancrage politique du christianisme dans les royaumes d'Europe. En somme, elle renverse les arguments de son temps. Là où le discours religieux servait à dire « les femmes sont faibles, les femmes sont inférieures, les femmes sont pécheresses », elle répond « les femmes aussi portent l'image de Dieu, les femmes aussi sont esprit et raison. Et sans elles, la création serait incomplète. » En bonne chrétienne, elle construit ainsi une véritable théologie de la valeur féminine. Et surtout, elle ne fait pas seulement de la rhétorique, elle s'appuie sur des figures historiques précises pour démontrer que les femmes peuvent être des piliers spirituels et politiques. Après avoir affirmé l'égalité spirituelle et intellectuelle des femmes avec les hommes, Marguerite Buffet défend l'importance de l'éducation des femmes. Et là encore, son discours est audacieux pour son temps. À aucun moment, elle réduit l'éducation féminine à la préparation au rôle d'épouse ou de mère. Pour elle, l'instruction est une condition pour que les femmes accèdent à la sphère publique, au savoir et à la reconnaissance sociale. C'est cette conviction radicale et moderne qui fait l'originalité des idées de notre mademoiselle Buffet. Pour elle, la langue est au cœur des rapports sociaux. Les humains, rappelle-t-elle, sont nés pour vivre en société et cette société ne peut se maintenir sans la langue. Maîtriser sa langue est donc pas un luxe, c'est une nécessité universelle. Mais pour les femmes, l'enjeu est encore plus fort, plus important, car la langue est la condition même de leur reconnaissance. C'est par elle qu'elles peuvent exister dans la sphère publique. Buffet insiste, le français n'est pas une langue ordinaire. Au XVIIe siècle, il est déjà reconnu comme une langue de prestige dans toute l'Europe. On le parle dans les cours, on l'emploie dans les affaires de diplomatie, de guerre et de gouvernement. Autrement dit, bien parler français, c'est accéder aux sphères du pouvoir. Pourtant, constate-t-elle, une grande partie de la bonne société et surtout les femmes ne possèdent pas cette maîtrise. Elles commettent des fautes et s'expriment maladroitement et s'en trouvent humiliées. C'est précisément pour répondre à ce manque que Buffet compose son traité.
Elle l'organise en 4 parties simples, pratiques et claires afin de ne pas ennuyer ses lectrices et de leur offrir les moyens concrets pour progresser dans leur apprentissage. Mais derrière l'outil pédagogique se déploie un projet plus ambitieux. Buffet affirme que les femmes aiment les belles choses, qu'elles savent les juger aussi bien que les hommes et qu'elles disposent des mêmes aptitudes naturelles pour apprendre. Si elles avaient accès aux sciences, ajoute-t-elle, elles s'y montreraient aussi habiles que les hommes. Ainsi, apprendre à bien parler n'est pas seulement une élégance ou une coquetterie. C'est une conquête, satisfaction et honneur personnel, mais aussi visibilité et libération. Car l'ignorance réduit les femmes au silence et à la honte. Chez Buffet, l'éducation ne forme pas des épouses dociles qu'on enferme dans les foyers et qu'on montre comme des objets de collection, mais plutôt des femmes instruites, capables d'occuper leur place dans la société et de léguer un héritage. L'éducation devient alors une arme contre l'ignorance, pour l'indépendance et surtout pour revendiquer une légitimité dans l'histoire commune. Comme elle écrit elle-même, ils veulent qu'elle soit enfermée dans l'ignorance, qu'elle soit éloignée de posséder et l'esprit et la disposition propre à recevoir les sciences, bien qu'ils aient assez de sujets d'être persuadés du contraire. Marguerite Buffet était une femme courageuse. Elle ne se laissait pas intimider par les grandes figures, les grandes autorités masculines. Platon, Aristote, Salomon, tout le monde y passe. Ces noms, au XVIIe siècle comme aujourd'hui, sont en quelque sorte des intouchables. Mais puisqu'ils se sont permis de dénigrer les femmes, Buffet s'autorise à déconstruire leur image de sages et de philosophes. Elle contre-attaque. Elle le fait avec humour féroce. Platon, c'est pas le grand philosophe qu'on nous présente. Elle le décrit comme un colosse difforme, voûté, aux épaules énormes, effrayant à voir. Haï des femmes, dit-elle, au point qu'elle ne pouvait même pas le regarder sans horreur. Alors, pas étonnant qu'il ait mal parlé des femmes. Il les détestait, parce qu'elle le rejetait. Aristote, certes un grand esprit, mais pour Buffet, il était petit, bossu, boiteux, bègue et si laid que toutes les femmes l'ont rebuté. Encore une fois, c'est pas la vérité qui l'a guidé, mais la rancune. Quant à Salomon, l'homme de la sagesse biblique, pour notre enseignante féroce, il a abusé du don de Dieu et il l'a détourné au lieu de le faire fructifier. Il n'a pas reconnu la femme comme le chef-d'œuvre de la création et sa haine des femmes révèle davantage sa propre perversion que celle des femmes. À travers ses portraits mordants, Mademoiselle Buffet frappe fort. Les grands textes misogynes ne sont pas des vérités éternelles pour elle, mais le fruit de frustrations, de corps disgracieux, d'âmes corrompues et beaucoup de mauvaise foi. Et puis, une fois ces idoles masculines renversées de leur piédestal, elle passe à la construction de son panthéon féminin. Elle rappelle qu'il serait impossible de nommer toutes les femmes vertueuses, prudentes, généreuses et savantes qui ont brillé à travers l'histoire. Alors, dit-elle, elle se contentera d'en citer que quelques-unes, les plus illustres dans le gouvernement, la science et les belles lettres. Et à mon tour, je ne vais pas citer toutes les femmes dont elle parle, je vous donne quelques exemples ici et je mets son ouvrage dans la barre de description. Elle met en place ce que nous appelons aujourd'hui un matrimoine, une mémoire féminine transmise de femme en femme pour donner aux générations futures des modèles auxquels s'identifier. À travers ces exemples, Buffet trace un fil rouge. Si les femmes gouvernent, écrivent, enseignent et inspirent, c'est parce qu'elles ont reçu une éducation. L'instruction féminine, c'est la clé de l'autorité et de l'épanouissement, pour soi et pour la société. Elle rassemble donc des modèles pour les femmes de son temps, mais aussi pour celles qui viendront après. Elle multiplie les exemples de reines et de princesses qui ont su convertir des peuples, fonder des royaumes et diriger des États avec autant de prudence que les hommes. De Clotilde et Hildegonde à Blanche de Castille et Catherine de Médicis. Blanche de Castille, régente du royaume de France, a maintenu la stabilité et a préparé le règne de son fils Louis IX, le futur Saint-Louis.
Catherine de Médicis, quant à elle, elle a tenu les rênes de l'État pendant une des périodes les plus troublées de l'histoire française, marquée par le massacre de la Saint-Barthélemy qui a opposé catholiques et protestants. Ces figures nous montrent que le pouvoir féminin ne s'arrête pas au foyer, il s'étend aussi aux politiques et aux religieux. Ces reines transmettent la foi, les lois et garantissent la stabilité des royaumes. Et ce qu'elles prouvent, c'est que l'intelligence et l'éducation sont la base même de l'autorité politique. Buffet met aussi en avant des figures de son siècle, des femmes de lettres. Elle parle de Mademoiselle de Scudéry, dont les salons et les romans ont marqué toute une génération. La comtesse de la Suze, célébrée pour la finesse de sa poésie et l'élégance de son éloquence. Madame de Léclache, philosophe et conférencière, qui a attiré tout le gratin parisien. Aujourd'hui, elle est effacée. L'histoire a retenu que le nom de son mari, auteur de plusieurs ouvrages sur la langue française. Le témoignage de Buffet est un des rares à rappeler son nom. Et puis, elle parle aussi de Mademoiselle Jacquette Guillaume, une autrice tombée dans l'oubli, elle aussi, mais reconnue de son vivant pour son savoir et son esprit. D'ailleurs, je pense faire un épisode juste sur elle. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Buffet élargit encore son regard en citant ses contemporaines européennes. Christine de Suède, reine, philosophe et mécène, et puis l'érudite néerlandaise Anne-Marie Surman, première femme admise à l'université d'Utrecht au XVIIe siècle, polyglotte, versée dans les langues et dans les sciences. Ces savantes brillent par leurs écrits, leur éloquence et leur participation au débat intellectuel de leur temps à faire avancer les connaissances. Leurs lettres, leurs poèmes, leurs romans sont des modèles. Même certains hommes de lettres reconnaissent leur supériorité. Buffet affirme que la plume féminine peut tout à fait rivaliser avec celle des plus grands auteurs. Ici, l'égalité n'est pas une idée abstraite, elle se voit dans leurs écrits et dans leurs actions. Et pour finir, Buffet lie ce présent à un passé glorieux. Elle rappelle que les femmes ont toujours eu une place forte dans la société et dans les sagas. Elle remonte plus loin dans le temps pour rappeler un matrimoine plus ancien. Les Amazones, ces guerrières mythiques. Sémiramis, la légendaire reine de Babylone. Judith, l'héroïne biblique qui a sauvé son peuple. Et puis Livia, épouse d'Auguste, influente dans la Rome antique. Ces figures historiques ou légendaires rappellent que la capacité des femmes à régner, à combattre ou à conseiller n'a rien de nouveau. Leurs armes, ce sont l'éducation, encore une fois, et la sagesse. En gouvernant ou en écrivant, elles prouvent non seulement l'égalité des facultés intellectuelles entre les hommes et les femmes, mais surtout, elles rappellent la légitimité des réalisations des femmes. En citant ces noms, songez c'est radical. Elle démontre l'idée que l'histoire par défaut serait naturellement masculine et que seuls les hommes compteraient comme référence universelle. Non, l'histoire n'a jamais été exclusivement masculine. Elle a seulement été racontée comme telle. Buffet dit aux lectrices de son temps et à nous aussi, vous n'êtes pas seules. Avant vous, d'autres femmes ont brillé. Vous pouvez marcher dans leurs pas et laisser vous aussi une trace pour l'humanité. Avant de terminer cet épisode, je voudrais lancer un appel aux mordus d'histoire et d'archives qui pourrait m'aider à retrouver la trace de Marguerite Buffet. J'ai découvert son œuvre par hasard un soir d'été en préparant un cours d'histoire de langue française. En parcourant Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, son livre « Les nouvelles observations sur la langue française » est apparu devant moi. J'ai ressenti alors un double choc. D'abord, un émerveillement, celui de tomber sur une autrice que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'elle était tombée dans l'oubli. Une femme du XVIIe siècle qui avait osé défendre l'éducation des femmes et écrire un traité sur la langue française. Et en même temps, une indignation. Je me suis sentie insultée, pour tout vous dire. Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler d'elle, moi qui travaille depuis des années sur l'histoire de la littérature
et l'histoire de la langue française. Je n'avais jamais entendu parler d'elle, son chemin n'avait jamais croisé le mien. C'est dire à quel point Marguerite Buffet a été engloutie dans un oubli abyssal. Alors aujourd'hui, je lance une recherche collective. Je prépare un livre sur elle, mais il me manque encore les traces concrètes de son existence, un acte de naissance, un contrat, un baptême ou un acte de décès. Quelque chose qui lui redonne chair et une place dans les archives. Si vous connaissez des sources, des documents, si vous avez ou vous croisez son nom quelque part, si vous êtes de la famille Buffet, écrivez-moi, mon courriel est dans la description. Sachez que toutes les personnes qui contribueront seront reconnues et créditées, bien entendu. Je ne cherche pas Marguerite Buffet pour combler uniquement une lacune académique. Ces textes suffiraient déjà à écrire un livre sur elle. Je veux la retrouver pour réparer une injustice historique plutôt, pour rendre hommage et redonner une voix à cette enseignante courageuse qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui a encouragé d'autres femmes à libérer la leur à travers l'éducation. Si cette vidéo vous a plu, mettez le mot matrimoine dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour que ma chaîne trouve grâce aux yeux de l'algorithme. C'était Au nom des femmes. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.